Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir convié et pour vous parler du syndrome génito-urinaire de la ménopause. On appelle ça un syndrome à 1000 visages, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, avant, il y avait une terminologie, on l'appelait l'atrophie vulvo-vaginale. Et depuis 2014, le conseil d'administration de la Société internationale pour l'étude de la santé sexuelle des femmes et le conseil d'administration de la Nord-American Menopause ont officiellement adopté le terme de syndrome génito-urinaire de la ménopause. Il faut savoir que ce syndrome a un impact sur la qualité de vie et surtout sur la santé et la sexualité. Selon l'OMS, la santé sexuelle fait partie de la santé de la personne. Donc, ça a une place importante. Et ce sont des anomalies qui sont chroniques. Pourquoi? Parce qu'elles durent dans le temps et elles nécessitent une thérapie quand même assez longue. D'où la prescription de traitements locaux qui est augmentée au cours des dernières années. Pourquoi? Parce que les patientes, on a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue. En Algérie, avec une espérance de vie de 81 ans. Donc, la période de ménopause est assez longue. Et c'est cette période-là, pendant cette période-là, qu'on aura des troubles génito-urinaires. Alors, il faut savoir que le déclin en oestrogène et en stéroïdes, et avec le vieillissement, va entraîner des pathologies, des symptômes puisqu'on sait que l'urètre, que le trigone vésical sont dérivés du même tissu embryologique et en même temps que le sinus urétral, qui est un tissu qui est très riche en récepteurs d'œstrogènes. Donc d'où l'intérêt et l'importance de ces œstrogènes et le déclin va entraîner des pathologies et des symptômes. Alors, il correspond, le SCUM, il correspond à des symptômes en rapport, on a dit, avec le vieillissement, avec des signes qui sont associés à la décroissance des œstrogènes et certains stéroïdes, et qui vont entraîner des symptômes vulvovaginaux, sexuels et urinaires. Alors, vulvovaginaux à type de sécheresse, de brûlure, d'irritation, de symptômes sexuels, c'est la baisse de la libido, un inconfort vaginal qui est dû à la sécheresse, des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels et des dysuries, des brûlures urinaires. Dans les signes urinaires, on a une urgenterie, des infections urinaires à répétition. On parle d'infections urinaires à répétition après avoir eu 3 infections répétées durant l'année ou bien 2 infections dans les 6 mois et un prolapsus pelvien. Alors, la prévalence, on voit que la prévalence croît dans le temps. Alors, plus la durée de la ménopause est importante, plus les symptômes génito-urinaires seront très importants. C'est-à-dire, vous voyez bien que une patiente qui a eu 10 ans de ménopause on aura une prévalence qui sera plus importante, un pourcentage plus important. Et nous avons vu, selon une étude, qu'il y avait 27 à 50% de syndrome génito-urinaire chez les patientes âgées avec une moyenne d'âge de 59 ans. Alors, l'épidémiologie est diversement appréciée. Elle va de 10 à 70% selon les différentes études et selon les caractères. On a des facteurs qui sont de risque, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue, l'obésité, aussi peu de rapports sexuels. Il faut savoir le fait d'avoir des rapports sexuels pendant cette période va améliorer la vascularisation du vagin. Alors le rôle du professionnel de santé, c'est quoi son rôle? C'est de dépister ces femmes qui sont en détresse, qui ont une pathologie. Et on constate, selon cette étude qui a été faite en 2007, qu'on a 70% de femmes qui disent que les professionnels ne parlent pas de ces symptômes et ne nous interrogent pas. Alors, quelques symptômes. Alors là, c'est un enfouissement de l'urètre qui est dû à un manque d'œstrogène. Ici, on a un rétrécissement du vagin qui rendra les rapports sexuels très douloureux. Et là, le vestibule qui est très douloureux, qu'on appelle le cri douloureux. Alors, le rôle des œstrogènes. Avant la ménopause, donc on a les ovaires qui vont produire des œstrogènes. Ces œstrogènes vont agir au niveau du tissu vaginal en donnant un vagin en bonne santé qui doit être rosé, bien vascularisé, épais, avec plusieurs plis et qui va jouer un rôle dans la lubrification lors des rapports sexuels. Après la ménopause, donc au moment de la ménopause, les ovaires vont produire peu ou pas d'œstrogènes.
Donc, ça va avoir un retentissement sur l'épithélium qui sera aminci, qui sera pâle, qui sera asséché, avec moins de stries, moins de replis, et on va avoir également un manque de lubrification et une sécheresse vaginale. Dans l'épithélium, sur le plan microscopique, nous voyons que l'épithélium est formé d'une trentaine de couches, alors avec des couches superficielles, intermédiaires une zone basale. Ces couches-là, pendant l'activité génitale, on en a une trentaine qui est formée en bas par le chorion. Le chorion qui a des capillaires, des fibres d'élastine, des cellules immunocompétentes qui vont agir dans la lubrification et dans les rapports sexuels. Lors de la ménopause, vous voyez bien ici la différence entre une femme en période d'activité génitale et une femme qui est en ménopause. On a l'épithélium qui a diminué de volume et moins de chorion. Donc on aura un épithélium qui est mince, qui est très peu, il y a très peu de cellules superficielles et qui va se manifester cliniquement par une sécheresse vaginale, une irritation, des démangeaisons et des dyspareunies. Alors, lors de l'excitation sexuelle, on a le parasympathique qui va agir. Comment qui va agir ce parasympathique? Les capillaires de la muqueuse vaginale vont avoir un phénomène de vasocongestion. Donc, on aura aussi, au niveau, c'est le chorion qui va agir grâce à l'élastine, et il va avoir une production, un transsudat, et donc une lubrification qui va entraîner également une ballonisation du vagin, qui est due à cette transsudation, et on aura des rapports sexuels qui seront normaux et plus faciles. Un peu de physiopathe. Alors, quel est le rôle des œstrogènes? Les œstrogènes, ils ont un rôle dans le maintien de l'épaisseur de l'épithélium, qui devient rugueux, qui a une couleur rosée, qui est humide, et la couche superficielle va nous donner du glycogène, donc une production du glycogène. Ce glycogène, grâce au bacille de Doderland, essentiellement le lactobacille, va se transformer et va nous donner de l'acide lactique. Le rôle de cet acide lactique va diminuer le pH qui doit être jusqu'à 4,5. En diminuant ce pH, qu'est-ce qu'on aura? On aura une protection contre toutes les infections et ça va protéger ce vagin. Par contre, lors de la ménopause, on aura un épithélium qui sera mince, qui sera plus pâle, et on aura une prolifération du tissu de soutien avec une fragmentation de l'élastine et une hyalinisation du collagène. Il faut savoir qu'en période d'activité génitale, c'est-à-dire en phase folliculaire et autres, on a 150 à 300 picogrammes par millilitre d'œstrogène. En périménopause, ça descend à 120. Et lors de la ménopause, vous voyez que le déclin de ces œstrogènes, on arrive à 20 picogrammes. Les patientes qui ont un cancer du sein et qui sont sous anti-aromatase, leur taux d'œstrogène descend jusqu'à -5, inférieur à 5. Quels sont les syndromes? Cette carence œstrogénique, elle va agir à différents endroits. Au niveau de l'urètre, comment? Elle va diminuer la longueur de l'urètre, elle va diminuer la pression de clôture, et ce qui va entraîner une insuffisance sphinctérienne, comme l'a expliqué l'urologue. Alors, au niveau de la vessie, on a une anomalie de la sensibilité avec une anomalie de la contractilité qui va entraîner des infections et une instabilité. Au niveau du vagin, on aura une atrophie qui va se manifester par des vulvovaginites et des dyspareunies. Au niveau du tissu conjonctif et des muscles, on aura un prolapsus, une continence urinaire, anale et des troubles sexuels. Alors, quel est le retentissement sur la vie sexuelle? Alors, ce retentissement, on constate que ces troubles vont augmenter, la prévalence de ces troubles vont augmenter avec l'âge. Vous voyez bien qu'on a 66% de troubles après 60 ans. 50% des patientes, donc la moitié des patientes vont présenter une atrophie vulvovaginale une année après la ménopause. Donc, il suffit d'être ménopausée pendant une année pour qu'on ait déjà des troubles, des atrophies. Quels sont les symptômes les plus fréquents? C'est la sécheresse vaginale, l'irritation vaginale et la dyspareunie. Les femmes qui ont eu une ménopause chirurgicale, soit les ovaires, soit elles vont être exposées beaucoup plus à ces troubles-là. Alors, il y a eu des enquêtes sur l'atrophie vulvovaginale, 2 enquêtes chez les femmes qui ont plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que les patientes se plaignent surtout. Pourquoi? Parce que les professionnels de la santé
ne pose pas des questions, ne parle pas de cette sexualité, ne parle pas de ces complications de la ménopause. Donc vous voyez bien que 71%, on n'en parle pas. Et bon, et aussi on a 4 patientes sur 10 qui n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont gênées, parce qu'elles sont timides et elles ont peur de déranger et de mettre à l'aise le professionnel de santé. Alors, il est essentiel d'aborder les symptômes du syndrome génito-urinaire avec les patientes, car beaucoup n'osent pas en parler malgré cette réelle souffrance. Ce syndrome a un impact important sur l'estime de soi et la qualité de la vie. Son traitement doit être initié précocement, avant que les lésions d'atrophie ne deviennent irréversibles. C'est pour cette raison, comme c'est un traitement à long cours, on peut parler de pathologie chronique. Comment aborder le problème? Il faut informer, poser des questions. Il faut dire que ça peut être réversible quand c'est traité précocement, contrairement aux signes systémiques, c'est-à-dire aux bouffées de chaleur, qui ne disparaissent pas avec le temps. Il est possible de traiter localement, donc on n'a pas besoin de prendre un traitement hormonal par voie orale, mais on peut traiter au niveau du vagin. Rassurer sur la sécurité des préparations vaginales. Il n'y a pas beaucoup de passages systémiques. Enfin, il faut garder en tête qu'un traitement systémique ne soulage pas obligatoirement les signes d'atrophie vulvo-vaginale. Prise en charge. Donc, on doit agir sur la trophicité vulvo-vaginale. Comment? En améliorant cette trophicité. Comment? En traitant la muqueuse. Par quoi? Par l'acide hyaluronique, par des œstrogènes, par des topiques. Traiter la flore vaginale, parce qu'il faut l'association de l'œstradiol avec les probiotiques. Les traitements de la vascularisation. Comment? En ayant des rapports assez fréquents. Et ce qui va permettre une amélioration de l'épithélium vaginal et la rééducation. Et on a des traitements spécifiques, injection d'acide hyaluronique, injection de botox et aussi les nouvelles technologies, le LED, le laser et la radiofréquence. Dans les traitements non hormonaux, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner des lubrifiants pour la sécheresse, mais ça ne va pas améliorer cette atrophie. On peut les donner lors d'un rapport. On peut utiliser, généralement, il faut utiliser des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, de glycérine, d'huile minérale ou végétale. Il faut savoir que les lubrifiants ont une action temporaire, sans améliorer cette trophicité. Il faut informer qu'il faut avoir une activité sexuelle assez fréquente. Donc, on peut les utiliser, les hydratants, 3 fois par semaine. Les traitements hormonaux. L'œstrogénothérapie locale, c'est la pierre angulaire. C'est le traitement de première intention. On peut utiliser des ovules. Alors, ovules avec applicateur. On peut utiliser des anneaux. On peut utiliser des crèmes. Donc, tout dépend de ce que la patiente préfère. Et on est là pour lui proposer les différentes formes. Le mécanisme, c'est quoi? C'est d'augmenter le pH vaginal. C'est d'améliorer l'index de maturation épithéliale, de restaurer la flore vaginale. On a donc différentes formes et le choix dépend de la patiente. Alors, le rôle des œstrogènes. Il faut utiliser des œstrogènes qui sont très faiblement dosés, qui sont équivalents à 10 picogrammes par millilitre. Et il n'y a pas de passage systémique, donc aucun effet sur l'endomètre. Alors, il y a une étude randomisée en double aveugle qui a mis en évidence qu'une réduction par 10 des infections urinaires en donnant des œstrogènes. D'où l'importance, et comme je vous ai dit au début, que les tissus au niveau que la vessie avait beaucoup de récepteurs d'œstrogènes. Et que chez une patiente qui a reçu pendant une année des œstrogènes, pas en continu, mais elle aura moins d'infections qu'une patiente qu'on a mise sous placebo. Une réparation, si on donne la réapparition de lactobacille, qui va améliorer également dans 60% des cas le manque d'infection urinaire par rapport à des placebos où il y a le nombre d'infections urinaires est toujours présent. Et la décroissance du pH pour éviter les infections génitales. Alors, selon la Cochrane, on a vu qu'il y a eu 9 études sur 3345 femmes qui ont été incluses, que les œstrogènes oraux n'ont pas réduit l'infection urinaire par rapport au placebo,
que les œstrogènes vaginaux par rapport au placebo ont réduit le nombre de femmes atteintes d'infections urinaires. 2 études ont comparé les antibiotiques oraux aux œstrogènes vaginaux et que la crème vaginale a réduit la proportion d'infections urinaires par rapport aux antibiotiques. Une étude dans la deuxième étude, les antibiotiques ont été supérieurs au traitement vaginal. Alors, en ce qui concerne l'hypoœstrogénie, elle est responsable d'incontinence, d'effort, de vessie hyperactive, d'infections récurrentes des voies urinaires. Alors, des essais randomisés et contrôlés ont suggéré que le THM systémique a un effet négatif sur la fonction des voies urinaires de la femme, en raison de la composante progestative. Parce que quand on donne le traitement de la ménopause par voie orale, on associe les progestatifs. Les œstrogènes par voie locale diminuent significativement le nombre d'infections urinaires. L'intérêt de l'injonction de les lactobacilles, donc le fait d'ajouter les lactobacilles à l'œstradiol, ça va améliorer subjectivement l'incontinence, ça va significativement améliorer la lubrification vaginale et surtout la pression de clôture du sphincter urétral et la transmission abdominale. Ça va entraîner également une diminution significative de la désinfection par la bactérie et il a un effet synergique avec les œstrogènes. Les traitements locaux hormonaux, on a la DHEA, c'est un ovule journalier à dose de 6,5 mg par jour pendant une année serait efficace. Il n'y a pas d'augmentation de taux plasmatique d'œstradiol. Son action se fait par une métabolisation locale au niveau de l'épithélium vaginal. Elle a un effet sur la vulvovaginite atrophique, sur la libido et sur la dyspareunie. C'est un traitement qui est proposé pendant 12 semaines. Alors, cas particulier, des patientes qui ont eu un cancer hormonodépendant, l'hypoœstrogénie après cancer du sein ou endométrial et l'utilisation d'anti-aromatases augmente la fréquence du syndrome génito-urinaire. Premier conseil, c'est d'utiliser des hydratants. Le traitement systémique oestrogénique est contre-indiqué. En cas d'échec, on peut donner des topiques locaux à faible dose d'œstrogène, de la promestrienne, des thérapeutiques androgéniques, la DHEA, et le laser, le CO2. Alors, ça, c'est un tableau qui permet de tout résumer. Donc, on peut donner des œstrogènes vaginaux, soit par voie locale, à type d'œstriol ou d'œstradiol, en première intention. Ils ont une très faible absorption systémique et ils sont efficaces et ils sont rapides. La DHEA en local, ça va gérer, à l'indication, c'est les dyspareunies modérées à sévères. Il est moins courant et toléré. Le THS systémique, donc il est traité dans le syndrome génito-urinaire et autres symptômes, la vulvodynie. Pas d'indication dans le syndrome génito-urinaire. La testostérone locale, on le donne surtout quand il y a une perte de la libido et dans la ménopause. Elle est utilisée sous surveillance. Donc la prise en charge, traiter de la trophicité, le vestibule et le vagin par des topiques locaux et l'acide hyaluronique, rétablir la flore vaginale en donnant des lactobacilles plus les œstrogènes, améliorer la vascularisation en ayant des rapports sexuels. Les nouvelles techniques, donc l'acide hyaluronique, le LED, la radiofréquence, le laser, l'IFU et l'EVA. En conclusion, le syndrome génito-urinaire est fréquent, il est sous-estimé, il affecte une large proportion de femmes ménopausées, sa nature est chronique et évolutive et nécessite une prise en charge précoce et durable. Le diagnostic est uniquement clinique, souvent négligé. Il repose sur un interrogatoire ciblé et un examen gynécologique attentif. Les traitements hormonaux locaux restent le traitement de référence. Une meilleure information des patientes ainsi qu'une sensibilisation accrue des soignants sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des femmes concernées. Et je vous remercie.